Du latin polis, cité, la gestion de la cité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur DIFA TV. Pour ce premier numéro de la grande interview, nous recevons un grand homme d'État, expert comptable, écrivain à ses heures perdues et surtout politique. L'homme a gravi tous les échelons du pouvoir. Maire, député, ministre, premier ministre. Vous l'aurez donc deviné, nous recevons Monsieur Moussa Mara. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, avant de commencer, honorable, je me dois donc de vous dire que les questions que je m'apprête à vous poser nous viennent d'internautes interrogés par nos soins avant l'émission. Donc, souffrez qu'il n'y ait pas de tabou. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, Monsieur Mara, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser une carrière d'expert comptable? Expert comptable, c'était un hasard, un pur hasard. Quand j'ai eu le bac en 1992, j'ai souhaité aller faire des études en économie. Et malheureusement, les résultats du bac sont sortis autour du mois d'août. Il était un peu trop tard de s'inscrire dans une université, en France en l'occurrence, pour aller faire de l'économie. Donc, en ne pouvant pas être inscrit en économie, on m'a suggéré de prendre la comptabilité en attendant l'année suivante où j'aurais pu aller poursuivre des études d'économie. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en comptabilité. Et je dois dire d'ailleurs que je ne souhaitais pas, parce que la comptabilité n'a pas une bonne image dans nos pays. Et je pense que même aujourd'hui, peut-être les experts comptables c'est autre chose, mais la comptabilité en tant que telle, c'est austère, comme on dit entre guillemets, le compte derrière la table. Bon, donc moi, je n'étais pas très content et je suis allé. J'ai dit, bon, ok, on va faire une année comme ça et puis l'année prochaine, on va aller en économie. Mais au fur et à mesure, j'ai aimé, j'ai apprécié le côté concret, le côté pratique. Les chiffres sont souvent beaucoup plus précis que les lettres. Et donc, j'ai aimé, l'année s'est bien passée. Et j'ai dit, bon, ce serait un gâchis de laisser tomber une année déjà validée pour aller faire autre chose. Donc, je vais continuer pour avoir le BTS en comptabilité. Et l'appétit venant en mangeant, après le BTS, j'ai dit je vais continuer jusqu'à être expert comptable. Donc c'était un pur hasard. Mais c'est un hasard qui fait bien les choses parce que je ne regrette pas du tout. Donc, après avoir fait vos études de comptabilité, il ne vous est jamais revenu à l'idée d'aller faire l'économie en plus? Non, jamais. Jamais. Déjà, il faut savoir que dans la comptabilité, il y a l'économie. On a des matières économiques, on comprend à peu près comment l'économie fonctionne. On est à peu près à l'aise parce que c'est des chiffres qu'on étudie. Après, on fait du droit. Après, on fait beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai estimé que ce que j'ai acquis en économie, en suivant les études de comptabilité, était largement suffisant pour moi par rapport à ce que je souhaitais faire dans le domaine économique. Et l'expertise comptable m'ouvrait d'autres perspectives, notamment le fait de pouvoir travailler à mon compte, de pouvoir travailler pour moi en tant que profession libérale, parce que les experts comptables travaillent pour eux-mêmes dans leur grande majorité. Donc cette liberté-là me conférait des avantages qui m'ont fait oublier assez rapidement l'économie et la carrière dans les institutions internationales comme la BCEAO, le Fonds monétaire, que je voulais au moment où j'ai eu le bac. D'accord. Alors, Monsieur Mara, nous avons souvent entendu que la plupart des hommes politiques se lancent dans ce domaine avec des intentions lucratives. Alors, comment un expert comptable, s'est retrouvé dans ce domaine? Bon, moi, je pense que j'ai peut-être une réputation différente dans le pays parce que je suis arrivé à la politique après avoir, on va dire, exercé une carrière plutôt honorable en tant qu'expert comptable. Puisque quand je suis entré effectivement en politique en étant élu, c'était en 2009. Et 2009, j'avais derrière moi déjà 12 ans d'expérience professionnelle d'expert comptable dans un cabinet qui est le plus important du pays et qui travaille dans une quinzaine de pays en Afrique. Donc j'avais déjà une certaine réputation et les revenus qui me permettaient de vivre en dehors de la politique et qui me permettent encore aujourd'hui de vivre en dehors de la politique parce que je vous reçois dans mon cabinet d'expertise comptable. Donc moi j'ai un cheminement peut-être différent qui me permettent de faire ce que je fais, qui me permettent de dire ce que je dis. Je crois que vous savez que je suis le seul homme politique dans l'histoire de notre pays qui a volontairement déclaré son patrimoine et qui l'a même publié aux journalistes pour simplement dire que ce que j'ai réalisé n'a strictement rien à voir avec les responsabilités politiques. Moi, la politique m'a même appauvri.
Parce que ce que j'ai déclaré en tant que maire en 2010, après la primature, ce que j'ai déclaré était inférieur à ce que j'avais en tant que maire. Donc les fonctions de maire, les fonctions de ministre et de premier ministre m'ont appauvri au contraire. Et c'est ce qui est normal. C'est pourquoi la politique, il ne faut pas durer dedans. C'est quelque chose qui vous appauvrit. Donc on doit faire un peu sa carrière et ensuite passer à autre chose. C'est ma conception de la politique. Donc c'est un tout petit peu différent de ce qu'on entend ou de ce qu'on voit souvent des hommes politiques dans notre pays ou dans d'autres pays. Honorable, nous allons parler de votre parti maintenant, le parti Yelema. Le passage de témoignage à Dr Youssouf Diawara. Alors certains pensent que vous êtes parti sans être réellement parti, que vous avez passé ce témoignage avec l'intention d'avoir toujours le leadership du parti Yelema. Bon, moi je conseille à d'autres aussi de partir sans partir. Hein? Si les gens pensent que je suis parti sans partir, que d'autres le fassent. Au moins, il y a déjà partir dedans, même si on vous soupçonne d'être derrière, en train de manipuler les choses, au moins il y a le fait de partir. Et moi, j'estime que, comme je viens de vous le dire d'ailleurs, la vie politique, ça doit être une parenthèse dans une vie humaine. Ça ne doit pas être toute la vie humaine. Il y a une vie avant la politique, il doit y avoir une vie après la politique. C'est pourquoi quand on a créé le parti en 2010, le mandat, on l'a limité. Déjà depuis 2010 et les textes du parti, le mandat du président est limité. Donc moi, en devenant président également en 2010, je savais qu'au bout de 10 ans, je devais quitter la tête du parti. Donc je me suis préparé, on a préparé le parti, on a fait émerger les leaders, dont le président actuel Youssouf Diawara qui nous a rejoints, qui n'était pas à la fondation du parti, qui a rejoint le parti, qui a été actif au point d'être président. Et demain, lui aussi sera remplacé par quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que je suis derrière ou pas? C'est aux uns et aux autres de voir. Ça, je pense que tout le monde est l'objet de soupçons, de tirer les ficelles, la théorie du complot et autres. Mais quand vous regardez la ligne de communication du parti ces derniers temps et ma ligne propre, vous verrez des différences. Le parti est, je vais dire, beaucoup plus ancré sur les questions démocratiques, sur la nécessité que la transition se termine par des élections. Moi, je prends un tout petit peu de hauteur et j'essaie de comprendre les uns et les autres. Donc, il y a quelques nuances entre nous et je peux vous assurer que le parti ne me demande pas mon avis avant de faire ses communiqués. Ou le parti ne me demande pas mon avis avant de recevoir d'autres partis, d'aller rencontrer d'autres partis. Moi, je suis membre du parti. Je ne suis pas membre de la direction, je suis membre du parti et cela me va parfaitement. Donc, M. Mara est réellement parti? Je pense que je suis réellement parti et tous ceux qui sont à l'intérieur du parti le voient. Le bureau national du parti, les 3 dernières années, s'est réuni tous les mois, donc une trentaine de fois. J'ai assisté à 2 réunions sur cette trentaine. Bon, ça, c'est l'illustration que, voilà, il y a d'autres cadres valeureux, il y a d'autres compétences. Personne n'est indispensable. Moi, je peux disparaître demain. Et moi, je reste persuadé que c'est comme ça, il faut faire les choses. Après, bon, on verra. D'accord. Monsieur Mara, l'actualité oblige, le problème EDM. Vous avez fait des audits à EDM. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe concrètement à EDM pour que les Maliens souffrent tant de ce manque? Je crois l'avoir dit en Bambara sur un autre plateau. EDM a des difficultés structurelles. La difficulté structurelle principale d'EDM, c'est que EDM produit le courant plus cher qu'il ne le vend. N'importe quel commerçant, quand vous achetez un bien à 10 et que vous le vendez à 8, vous n'allez pas durer longtemps. C'est logique. Parce que le commerce est fait pour gagner, ou au moins en tout cas, équilibrer ses charges. Mais si vos charges sont supérieures à vos revenus, vous allez vous endetter progressivement. Et si on ne vous aide pas, vous allez disparaître. Maintenant, le prix de l'énergie est fixé par le gouvernement. C'est le gouvernement qui demande à EDM de fixer le prix bas. Et donc, le gouvernement s'engage à combler le déficit de EDM. Sauf que, et je l'ai dit, ces 15, 20, 30 dernières années, le gouvernement n'a jamais versé une subvention à EDM qui correspond à ce qui est nécessaire pour couvrir ses charges. Tous les gouvernements, y compris mon gouvernement, tous les gouvernements font face à des difficultés financières, évidemment. Et donc, tous les gouvernements demandent à EDM de faire des efforts, d'être mieux gouverné, transparence, de baisser ses coûts,
pour ne pas demander les mêmes montants de subventions. EDM fait ça et chaque année EDM perd, chaque année EDM s'endette jusqu'à aujourd'hui où la dette a fini par presque engloutir la société. La société aujourd'hui, elle fait face au mur de la dette. La dette, ça veut dire ceux qui vendent de l'énergie, la Côte d'Ivoire, la société Albatros, ou ceux qui vendent du carburant. Parce que EDM produit de l'énergie à partir du carburant. Donc, ce qu'on doit à ceux qui vendent du carburant, si on ne leur paye pas, eux aussi, ils ne pourront pas payer les banques, donc ils ne pourront pas lever des intentions pour importer du carburant, puisque le carburant, on l'importe. C'est pourquoi ils exigent maintenant que EDM paye avant qu'on livre EDM. Et comme EDM n'a pas d'argent, en plus EDM est endetté partout, même vis-à-vis des banques, ça fait qu'EDM n'arrive pas à obtenir le carburant qu'il faut pour faire fonctionner ces groupes. Si les groupes, on ne les fonctionne pas, il n'y a pas d'énergie. Aujourd'hui, c'est la situation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion, de détournement. Mais je peux vous assurer que même si on règle tous les problèmes de détournement d'EDM, même si on gouverne EDM comme il faut, avec les meilleurs résultats du monde, EDM perdra toujours de l'argent. C'est ce qu'il faut comprendre. EDM est structurellement déficitaire. Donc, il vaut mieux qu'on fasse face à cette réalité et qu'on se dise, EDM fait face à des difficultés, comment on l'aide pour en sortir? Il y a de la gouvernance, mais il faut mettre de l'argent. Le problème d'EDM, c'est de l'argent. Il faut mettre de l'argent pour éponger les dettes, il faut mettre de l'argent pour relancer. Et même quand on dit qu'il faut que nous fassions la transition pour aller vers le solaire, pour aller vers d'autres types, il faut de l'argent aussi. Sur le solaire, il faut faire des grandes infrastructures solaires, il faut mettre de l'argent. Donc le problème de délestage auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de parole, ce n'est pas un problème d'accusation, c'est d'abord un problème d'argent surtout. Donc je pense que c'est bon qu'on en parle et qu'on essaie de voir comment en sortir. Sinon, on risque d'être dans un système de délestage permanent. Et ça créera beaucoup de difficultés dans le pays. Cet argent dont vous parlez, est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions immédiates à ça? C'est-à-dire, vous pensez à des gens qui pourraient nous aider? Aujourd'hui, moi, je ne suis pas les autorités du Mali. Quand nous avons besoin de ressources, il faut que nous regardions qui peut nous donner des ressources. Donc, en ce moment, le pays doit regarder ses partenariats extérieurs. Ça, c'est déjà une première source. Deuxième source, ce que le pays est en train de faire, c'est d'aller sur les marchés financiers pour emprunter de l'argent. Le pays le fait régulièrement. On a fait même cette semaine, on s'est endetté de 30 milliards. Sauf que ça coûte cher, parce que chaque fois qu'on s'endette, il y a un taux de 6%, de 7%. Ça veut dire que chaque fois que nous prenons 1 milliard de dettes, il y a 70 millions d'intérêts à payer chaque année. Et ça coûte cher. Mais ça, c'est aussi une possibilité. L'autre possibilité, c'est de voir avec nos voisins, c'est de voir avec les institutions de financement africains, qu'est-ce qui peut être fait. Mais il faut aussi savoir que les institutions de financement, ils regardent aussi le cadre politique, le cadre macroéconomique, le cadre sécuritaire. C'est difficile. Mais ce que moi je demande, c'est déjà de reconnaître la situation. Parce qu'on n'a pas encore reconnu totalement la situation. Quand on reconnaît la situation et qu'on partage la réalité entre nous, en ce moment, peut-être on peut commencer à avancer. L'autre élément, c'est de donner des revenus à EDM avec une augmentation de tarifs. Je pense que ça aussi, ça ne doit pas être un tabou. Parce que quand on vend un bien, il vaut mieux le vendre au moins au prix auquel le bien coûte. Donc ça aussi, il faut qu'on explique aux Maliens, et les Maliens en grande partie, c'est les commerçants, qui comprennent que quand j'achète un bien à 10, je ne peux pas le vendre à 8. Donc pour moi, ce sont la combinaison de toutes ces solutions qu'il faut mettre en œuvre. Mais le préalable, c'est d'abord de reconnaître la réalité. On ne l'a pas encore totalement fait. D'accord, M. Mara. Alors, toujours dans l'actualité, quel commentaire sur la situation à Kidal? On souhaite le meilleur pour nos forces armées et de sécurité. Je l'ai dit dans un message de communication. Les forces armées et de sécurité du Mali ne sont pas en train d'attaquer les groupes rebelles, de faire la guerre pour faire la guerre. Ils sont en train de s'installer sur le territoire. C'est que nous tous, nous demandons depuis longtemps. Et notamment dans le cadre du départ de l'aménagement. Parce que l'aménagement laisse des camps. Ces camps, au préalable, étaient des camps de l'armée malienne. Donc ces camps, c'est tout à fait normal que l'armée malienne essaie de les occuper. Et il est bon que tous les partenaires comprennent ça. Je pense que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous devons savoir que la guerre entre Maliens ne fera que des perdants.
Donc, faisons tout pour qu'il n'y ait pas la guerre avec les groupes armés signataires de l'accord d'Alger. Aujourd'hui, il y a une brouille, mais si on s'assied entre Maliens, je pense qu'on peut arriver à s'entendre. Moi, je ne voudrais vraiment pas qu'il y ait une confrontation armée de grande ampleur, durable, entre les forces armées du Mali et les groupes signataires des accords d'Alger, notamment la CMA. Qui est maintenant dans un cadre qu'on appelle le CSP. Il faut qu'on puisse vraiment travailler à ça et éviter ça. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, les Kidalois sont des Maliens comme les Ségoviens et comme les Chicassois. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas d'école à Kidal. Il est temps que l'armée et que l'État soient présents à Kidal. Cette situation actuelle, c'est au moins cette opportunité-là. Il faut que nous allions avec les services de l'administration pour que demain et après-demain, les jeunes Kidalois puissent aller à l'école et puissent avoir la santé, puissent avoir toutes les commodités que nous avons à Bamako. Je pense qu'il faut qu'on puisse travailler dans ce sens. C'est ce à quoi la situation me rappelle. D'accord. Vous avez parlé de guerre entre Maliens. Je fais le lien, M. Mara. Le passage du Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies. Juste après son discours, vous avez traité son discours de va-t-en-guerre. Et quand les autorités des autres pays traitent les Maliens, les autorités maliennes par exemple, avec la même chose, vous ne dites rien. Est-ce que je pourrais considérer ça comme guerre entre Maliens? Est-ce qu'on peut entrer là dans le détail? J'ai eu cette question-là régulièrement. On dit que, quand nous disons des choses, Moussa Mara parle. Mais quand les autres nous disent des choses, Moussa Mara ne parle pas. À chaque fois, j'ai demandé à la personne de me donner un exemple qu'on peut mettre au même niveau que le discours du ministre d'État. Parce qu'il s'agit de proportions. Ce que le ministre d'État en 2022 a dit dans son discours, moi j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire. Et que cela pouvait causer un tort important dans les relations entre notre pays et un certain nombre de pays et d'organisations dont, en quelque sorte, nous dépendons ou nous avons besoin d'assistance. Certains de ces pays et de ces organisations continuent d'ailleurs toujours d'assister notre pays aujourd'hui. Les relations internationales ne sont pas des relations d'émotion. Ce ne sont pas des relations de cours d'école. Celui-là, il a mis son pied sur mon pied, je mets mon pied sur son pied. Si celui-là, il fait en sorte que moi, je puisse soigner mes parents, je puisse nourrir mes autres parents, je puisse éduquer mes autres parents, moi, dans ma réaction, je dois tenir compte de ça. Pas par rapport à moi, mais par rapport à ces parents-là. Il faut avoir ce sens des responsabilités. Ça fait mal. Mais quand on dirige une collectivité, il faut tenir compte de l'intérêt des populations de cette collectivité-là. C'est considérant tout ça là, que j'ai dit, on aurait pu faire autrement. On aurait pu dire autrement, on aurait pu faire autrement. Voilà un peu la situation. D'accord. Monsieur Mara, pour terminer, nous allons vous demander quel avenir politique pour vous? Peut-être futur président? Aujourd'hui, moi je pense quel avenir politique pour le Mali. Parce que moi, c'est lié au Mali. S'il n'y a pas de Mali demain là, s'il n'y a pas de perspective possible pour moi, pour X ou pour Y. Notre pays fait face à des situations complexes, difficiles. Ces situations, nous avons besoin de nous impliquer auprès de nos autorités pour les gérer afin qu'elles ne débordent pas. La première des situations, c'est le conflit, on va dire larvé ou plus ou moins réel au nord du Mali, entre Maliens. Je ne parle pas de la lutte contre le terrorisme, par exemple, au centre. Il faut mener la lutte contre le terrorisme. Il faut utiliser les moyens militaires, il faut utiliser d'autres moyens, mais il faut mener la lutte contre le terrorisme. Le conflit entre Maliens, surtout parties signataires de l'accord d'Alger, ce conflit, on doit l'éviter. On doit se parler. Donc nous tous, nous devons nous impliquer pour qu'il n'y ait pas de déflagration de grande ampleur au nord de notre pays. Personnellement, ça c'est un défi dans lequel je compte faire tout ce que je peux, donner des idées, continuer à parler aux uns et aux autres. Le second défi, c'est un défi, on va dire, économique, social, où vous voyez, tous les voyants sont un peu au rouge. La transition ne peut pas faire face à tous ces défis. Mais la transition peut au moins rassembler
pour que nous ayons une compréhension commune de ces défis et que nous fassions ce que nous pouvons faire pendant les quelques mois de la transition qui restent. Là, je pense que nous avons besoin de nous serrer les coudes. La question de l'énergie est là, mais vous avez aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, les écoles privées qui sont en grève. Et les écoles privées, notamment dans le secondaire, au niveau lycée et professionnel, représentent 80% des écoles. Et ça, c'est un danger sur l'année scolaire, c'est un danger pour le bac, c'est un danger pour le futur de nos enfants. C'est un problème. Il y en a beaucoup d'autres. Il faut que tous ces problèmes-là, avec nos autorités, nous arrivions un peu à les gérer. Enfin, il y a comment finir la transition. Les autorités de la transition ont retenu qu'on n'organisera que les élections présidentielles. C'était moi ma suggestion. Je trouve que les défis sur les élections communales, locales, régionales, parlementaires, les défis financiers, les défis de sécurité sociaux sont élevés. On peut se focaliser sur les présidentielles. Bon, les autorités ont retenu ça. Les autorités ont dit qu'il y aura un léger report de cette élection. Il faut que nous nous asseyions autour d'une table et que nous travaillions à ce qu'il y ait maintenant un chronogramme très clair, très précis sur toutes les étapes à parcourir pour arriver maintenant à la date que nous aurons retenue ensemble durant l'année 2024. Pour moi, ces trois défis conditionnent l'avenir politique à court terme de notre pays et donc nos avenirs à nous, nous qui sommes des politiques, moi plus d'autres. Si tous ces défis sont à peu près adressés, pas totalement réglés, mais adressés, en ce moment, les ambitions individuelles se feront jour et en rapport avec nos partis politiques, les coalitions que nous mettrons en place, nous allons en ce moment annoncer nos ambitions et aller à la rencontre des électeurs, des compatriotes, leur expliquer nos projets, nos idées pour essayer d'obtenir leur faveur. Mais je vais terminer par ça. Quel que soit celui qui gagnera l'élection présidentielle à la fin de cette transition, la personne sera obligée de rassembler les Maliens. Parce que ces trois défis dont j'ai parlé là, ils seront là. Ils ne seront pas totalement réglés. Il va falloir les régler. En tout cas, avec le mandat de 5 ans qui est offert, il va falloir travailler à rassembler pour les régler pendant cette période-là. Nous situons un peu notre trajectoire dans tout ça. Maintenant, on espère que les semaines à venir nous permettront d'en parler précisément avec nos compatriotes. Vous serez là et on vous invitera et on vous associera évidemment. D'accord. Merci, M. Mara, c'était tout. Et merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous étions avec Moussa Mara, expert comptable, écrivain et homme politique. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de la grande interview. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant, retenez bien qu'il faut toujours garder espoir, car l'espoir fait vivre.